Bêtise qui me demande comment passe-t-on de la découverte d'une personne incroyable comme Mademoiselle Papillon à l'envie d'écrire un livre sur elle et pourquoi avoir opté pour la fiction plutôt qu'une biographie romancée. Moi, j'ai visité l'abbaye de Valois en juillet 2018 et la guide a parlé de Mademoiselle Papillon et j'avoue que dans l'instant, en fait, mon monde a été complètement bouleversé. J'ai regardé le reste du groupe, personne n'avait bougé, donc ça semblait pour eux quelque chose, une femme en 1920 comme Mademoiselle Papillon qui bâtit un tel projet, qui veut sauver les enfants, ça semblait quelque chose de banal, mais pour moi, mon monde a été bouleversé. Et du coup, dans la minute qui a suivi, je me suis dit, je veux écrire sur elle, je veux écrire sur cette personne-là. On ne peut qu'être dans la fiction à partir du moment où on raconte la vie de quelqu'un d'autre, parce qu'on le raconte d'office avec ses lunettes à soi, donc avec son histoire, ses valeurs, sa façon de voir la vie. Et puis aussi, c'était basé sur le témoignage d'autres personnes, parce que Thérèse Papillon est morte il y a 30 ans. Donc, d'office, il y avait déjà deux individus entre les faits et l'écriture. Et donc, je voulais vraiment être au clair avec le lecteur en disant, voilà, ça, c'est ma version de l'histoire. Et de raconter son histoire en la respectant un maximum. Woolly Books me demande qu'est-ce qui m'a amenée à l'écriture. Moi, j'ai été éduquée dans une famille où j'ai eu l'impression de comprendre que mon cerveau était fait pour un métier comme avocat ou médecin, mais que j'avais pas vraiment de créativité. Et donc, les années passant, j'avais toujours ce goût pour l'écriture, mais sans jamais vraiment m'y autoriser parce que j'avais l'impression d'être plutôt plus une intellectuelle sans être artiste en plus. Et puis, en fait, j'ai rencontré mon mari qui, lui, m'a dit un jour, mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un roman? Et je dis, parce qu'en fait, si c'est pas bon, si ça donne rien, alors j'aurais perdu mon temps. Et donc, il m'a dit, mais on s'en fout, en fait, si on perd 6 mois, c'est pas grave, écris-le. Et donc voilà, j'ai écrit les 20 premières pages et par chance, il y avait une éditrice qui s'était intéressée à moi et qui a lu ces 20 premières pages et qui m'a dit que voilà, si j'écrivais la suite, elle me signait. Et donc, j'ai pu écrire mon premier roman avec, à l'arrivée, en ayant signé un contrat et donc en étant sûre que je serais publiée. J'ai Bébétis qui me demande, le carnet de bord de Mademoiselle Papillon existe-t-il? Avez-vous pu trouver des écrits, notes et autres traces directes d'elle ou juste des témoignages de personnes l'ayant côtoyée? J'ai presque explicitement trouvé des témoignages de personnes qui l'ont côtoyée. Il existe un petit livret à l'abbaye qui est vendu sur toute l'histoire du préventorium et que j'ai pu aussi consulter, qui est super bien rédigé. Et sinon, en fait, j'ai interviewé des heures des personnes entre 60 ans et 97 ans. Et donc, c'était absolument fascinant. C'était tous les enfants qu'elle avait recueillis, qu'elle avait aidés. Donc, évidemment, c'est toujours émouvant quand on se dit si les enfants sont là en vie, parce qu'elle, elle a mis un projet comme ça sur pied. Et alors, ces carnets de bord, je trouvais que Mademoiselle Papillon avait ce très gros défaut d'être tellement parfaite. Et donc, j'avais envie de lui offrir une intimité où elle pourrait partager des doutes. On m'a jamais parlé de ces doutes, c'est moi qui les ai mis là, des doutes, des fragilités, parce que je ne voulais pas que le lecteur se sépare d'elle. Ça a été une des parties que j'ai adoré écrire, ces carnets de bord, de mettre dans la peau d'un personnage que j'admire profondément, qui a une telle sagesse aussi géniale au sortir de la guerre, qui a des principes de dingue, qui est une femme très très forte. Et donc j'ai adoré prendre la plume et faire semblant que j'étais Mademoiselle Papillon pour écrire ces carnets, qui n'existent donc que dans ma tête et pas dans la réalité. Manon Lit aussi, et Verte Colline me demande, j'ai trouvé le détail des gestes dans le service de néonatalité très précis. Avez-vous fait un séjour à l'hôpital? Quelle a été votre source d'information pour recréer cet univers? Et j'ai découvert à travers les recherches vraiment que ça me nourrissait tant sur le plan technique que sur le plan émotionnel. Donc, j'ai directement écrit à plusieurs services de néonatologie et en fait à des hommes et à des femmes, et seules les femmes m'ont répondu. Donc, je suis arrivée là-bas et j'ai eu la possibilité d'interviewer des jours et des jours des infirmières et des médecins. Au départ, je ne savais pas si j'allais mettre un personnage principal infirmière ou médecin. Et à la fin de la première journée, pour moi, il était clair que ça devait être une infirmière parce que j'étais terriblement touchée par ces personnes. Je trouvais qu'elles avaient une responsabilité énorme, alors que moi, je les voyais plus dans une fonction d'exécution. En fait, elles ont plein de décisions à prendre tout le temps. Et en même temps, elles doivent gérer la souffrance des patients. Elles doivent être à la fois dans l'humanité, la technicité. Enfin, elles ont un métier qui est
ultra exigeant et que moi je connaissais très très peu. Et donc elles se sont vraiment livrées, elles se sont ouvertes pendant des heures et c'était vraiment super chouette d'avoir toute cette émotion, toute cette sagesse, ce quotidien-là qui m'était comme ça donné pour que je puisse le transmettre à travers un roman. Bully Books me demande: l'enfance, la filiation sont deux thèmes qui tiennent une place prépondérante dans chacun de vos romans. Pourquoi? Alors là, je vais devoir vous révéler un très grand secret. C'est que, en fait, d'habitude, je termine un roman en avril-mai, et donc c'est pendant l'été que j'ai l'idée de mon roman suivant. Et je n'ai jamais qu'une seule idée à la fois. Donc, je suis obligée de prendre bien soin de ces idées, de ne pas me dire, bon, elle est nulle, parce qu'en fait, il n'y en aura qu'une. Et en fait, ces idées, c'est vrai, ont pour l'instant trait beaucoup à l'affiliation, à la maternité. Maintenant, ça évolue. Le 5e roman est déjà écrit. Il sortira en 2021, normalement, avec Robert Laffont. Je suis sur le 6e roman, et donc les thèmes évoluent. Enfin, c'est toujours des thèmes emplis d'humanité, des thèmes de société importants, pas ou peu abordés dans la littérature. Mais voilà, je ne choisis pas vraiment, je ne suis pas quelqu'un de très stratège où les choses s'imposent à moi et il faut juste que je me passionne pour un sujet pour pouvoir écrire dessus parce que comme je suis un petit peu paresseuse, si je ne suis pas à fond passionnée, ça ne se passera pas. Jeune Jane, on me dit qu'elle est belge. Elle demande, sans spoiler la fin qui est surprenante, merci Jeune Jane, à quel moment l'idée vous est-elle venue? De la fin, donc j'imagine, construisant la structure du roman ou dans le feu de l'action en pleine écriture? La structure et l'écriture d'un roman dépend fort d'un roman à l'autre. Pour celui-ci, j'avoue, et quand même depuis quelques romans, c'est souvent en écrivant que les idées viennent. Quand je suis en train d'écrire sur les personnages, tout d'un coup, ils prennent le pouvoir de la scène et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, je suis juste à écouter leur voix. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire sur le plan de ma santé mentale, vers quoi on s'oriente, mais en tout cas, ils m'aident beaucoup. J'écris mes romans dans des laps de temps quand même assez courts, là, je fais peut-être 3-4 mois, et donc, en fait, je me dis à chaque fois, on est dans cette situation, on doit progresser vers autre chose, qu'est-ce qu'on fait maintenant, enfin, et je tergiverse pas trop sur la prochaine étape. C'est pas que j'avais de nouveau 15 000 options, puisque maintenant, vous savez que j'ai qu'une idée à la fois, donc c'est une idée, puis une autre idée, puis une autre idée, on avance avec ce qu'on a, et on prie qu'Inch'Allah, ça se mettra bien comme ça.